Ok les gars, la nouvelle vient de tomber et elle est majeure. John Textor a démissionné et Michelle Kang est la nouvelle présidente de l'Olympique Lyonnais. Alors dans les prochaines heures, vous allez lire et entendre partout la même chose. C'est historique, c'est la première femme à diriger un grand club de football masculin en France. Et c'est un fait, c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un symbole important. Mais honnêtement, si on s'arrête là, on passe à côté de l'essentiel. Comme on dit, on regarde le doigt quand on nous montre la lune. Parce que la vraie question, la seule qui compte vraiment pour l'avenir d'un club au bord du gouffre, c'est pas le genre sexuel de son boss, mais c'est plutôt sa méthode. Qui est vraiment cet entrepreneur d'exception? Quelle est sa stratégie, son track record qu'on a l'habitude de dire dans le business? Et surtout, est-ce que son approche qui a si bien fonctionné pour construire est la bonne pour sauver un club en crise? Alors aujourd'hui, pas de montage vidéo complexe, d'ailleurs c'est jamais le cas, mais là ça va être pire que d'habitude, donc excusez-moi par avance. On va juste se concentrer, vous et moi, on va faire une analyse à chaud, en profondeur, pour vraiment décortiquer cette nomination et comprendre si Eagle Football vient de signer un coup de génie ou de faire le pari le plus risqué de son histoire. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on se replonge déjà quelques jours en arrière. Le 8 juin, les supporters lyonnais ont connu un véritable séisme, un tremblement de terre qui a secoué Lyon, mais en fait tout l'écosystème du football français, et c'est un supporter stéphanois qui vous le dit. La DNCG décidait de reléguer l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, c'est un verdict qui est tombé comme un coup près, il faut se dire les choses. Et le club aux 7 titres de champion de France consécutifs semble en grand péril. Le club qui a vu grandir des légendes comme Juninho, comme Benzema, ce club qui est un symbole de succès et de formation à l'européenne, est officiellement et administrativement relégué en seconde division. Et la raison est un mot brutal, froid, clinique, la relégation administrative. Mais derrière ce terme technocratique se cache une réalité bien plus sombre, une gangrène qui rongeait le club de l'intérieur depuis des années. Et cette gangrène, elle a un nom, ou plutôt un chiffre, 175 millions d'euros. 175 millions de dettes. C'est plus qu'un simple passif sur un bilan comptable, c'est un boulet qui vient de tirer le club vers les abysses. Et face à ce gouffre, on a donc la Direction nationale du contrôle de gestion, cet organisme au nom austère qui a fait son travail. Le gendarme financier du football français, souvent critiqué, parfois redouté, mais dont le rôle est précisément d'éviter ce genre de naufrage, a regardé les comptes, a écouté les promesses et a finalement dit ce que personne ne voulait entendre: stop. Le jeu est terminé, les avertissements ont été ignorés, les plans de sauvegarde sont jugés insuffisants et donc la sanction est tombée, implacable et définitive, même s'il y a un appel. Alors on va se dire les choses, la chute d'un club, c'est souvent la conséquence de la chute d'un homme, et cette relégation porte la marque d'une ère qui s'achève dans le fracas, et donc dans la foulée de cette annonce cataclysmique, le président, enfin l'ex-président, John Textor, homme d'affaires américain aux promesses grandioses, a décidé de jeter l'éponge. On nous quid donc des grands plans stratégiques de l'expansion mondiale qu'il devait porter à l'OL, et qui devait porter aussi le club vers de nouveaux sommets. Il démissionne et son départ, on va se dire, c'est tout sauf une surprise. C'est l'épilogue logique d'une stratégie qui a mené le club droit dans le mur. C'est le départ du capitaine qui laisse le navire sans gouvernail en pleine tempête. Et pour beaucoup, même si c'est pas forcément une surprise, l'échec de Textor était attendu, mais sa démission, au-delà de satisfaire des supporters qui se sont sentis trahis et humiliés, bah, ça plonge définitivement le club dans une forme de chaos. Un chaos financier, un chaos moral et puis évidemment un chaos sportif. Et au milieu de cette tempête, on a un nom que peu connaissent, enfin qu'on connaît depuis peu pour être vraiment honnête, un nom donc qui émerge pour prendre les rênes d'un club en perdition, et ce nom c'est Michel Kang. Et sa nomination c'est une énième surprise dans des successions d'imprévus, elle soulève des questions légitimes: qui est donc cet entrepreneur de la tech, spécialiste du football féminin, reconnu pour ses succès aux États-Unis, à la tête de l'Olympique lyonnais masculin? Maintenant, dans quelles conditions va-t-elle prendre ses rênes? La surprise, elle est totale, l'incompréhension pour certains est même palpable. Alors ne vous y trompez pas, ce n'est pas une histoire sur une femme qui pense pouvoir réussir. Là, ce dont on va parler, c'est l'histoire d'une femme qui doit réussir. L'obligation est absolue. Il ne s'agit pas de simplement redresser un club, il s'agit de sauver une institution, et encore une fois, c'est un Stéphanois qui vous le dit. Il s'agit de préserver des décennies d'histoire, de protéger l'emploi de centaines de personnes, de restaurer la fierté d'une ville entière, et de prouver aux yeux du monde que ce club n'est pas mort.
L'enjeu est colossal, il est existentiel, et un échec ne serait pas une simple ligne de plus sur son CV, ce serait la disparition potentielle d'un monument. Et la pression sur ses épaules, elle est donc immense. Alors la question, la seule qui vaille, qui résonne dans le vide laissé par la crise, est la suivante. A-t-elle ce qu'il faut pour y arriver? Son parcours est-il une garantie de succès ou un précédent trompeur? C'est ce dont on va explorer dans cette vidéo, parce que toute son expérience passée nous donne des indices et nous allons donc plonger ensemble dans son parcours. Parce qu'on y voit une bâtisseuse, une femme qui, partie de rien, a construit un empire. On y voit une stratège capable de transformer des secteurs entiers. On y voit aussi une fortune personnelle qui peut en théorie rassurer. Et ce sont des raisons d'espérer, voire des lueurs dans la nuit. Mais il faut se dire les choses, son expérience passée sème aussi des doutes, et ce sont des doutes tout à fait légitimes. Est-ce qu'elle a déjà fait face à une telle culture, celle d'un club de football masculin avec ses traditions, ses égos et sa pression populaire? Non, c'est pas le cas. Est-ce qu'elle sait que sauver un monument en ruine est un art infiniment plus complexe que de construire une cathédrale sur un terrain vague? Sa stratégie, si brillante soit-elle dans un contexte de croissance, est-elle seulement transposable à une situation de survie pure? Voilà le véritable point de départ de notre histoire, un leader au pied du mur face au plus grand défi de sa carrière. On va donc décortiquer son passé, non pas pour l'admirer, mais pour chercher les clés de sa méthode, les failles de sa stratégie et tenter de répondre à cette unique question: Michelle Kang est-elle le remède miracle que personne n'attendait ou le dernier pari d'un club qui n'a plus rien à perdre? Pour comprendre comment elle pourrait, ne serait-ce qu'un instant, envisager de sauver l'Olympique Lyonnais, il faut donc remonter le temps. Il faut quitter Lyon, quitter le présent et faire un voyage de 40 ans en arrière. Il faut la suivre jusqu'à ses racines parce que c'est là, dans l'épreuve et la détermination de sa jeunesse, que s'est forgé l'acier de sa stratégie. On est en 1980, Michelle Kang quitte sa Corée du Sud natale pour aller aux États-Unis. C'est pas un voyage d'agrément, c'est pas un voyage universitaire, c'est un saut dans l'inconnu, c'est une véritable rupture qu'elle a connue. Elle arrive dans un pays où elle ne maîtrise presque pas la langue, dont elle ne connaît pas les codes, elle n'a pas de réseau, elle n'a pas de soutien, et elle a en poche qu'une seule chose, les économies que ses parents avaient précieusement mises de côté pour son futur mariage. Et pensez donc à la puissance symbolique de ce geste et de cette décision. Elle ne prend pas juste l'argent, elle prend l'incarnation même d'un avenir traditionnel, d'une vie toute tracée, et elle mise sur un futur radicalement différent, un futur qu'elle doit construire de ses propres mains. C'est le premier pas de disruption de sa vie, la disruption de avec son propre destin. C'est un pari total, un investissement à risque maximal sur le seul actif qu'elle possède réellement, à savoir elle-même. Et cet acte fondateur nous dit tout de son appétit pour le risque calculé et de sa foi en sa propre capacité à transformer une situation. Alors les premières années aux États-Unis sont un véritable combat pour Madame Kang. L'image du rêve américain est une chose, la réalité en est une autre. Elle enchaîne classiquement les petits boulots, elle va jongler avec des études et la nécessité de survivre. Et chaque jour pour elle est une leçon d'humilité, de résilience. Chaque conversation même est un effort pour surmonter la barrière de la langue. Et c'est dans cette période de lutte qu'elle développe un ADN de combattante, une capacité à encaisser les coups et à continuer d'avancer. C'est une qualité qui sera absolument essentielle des décennies plus tard face à la crise d'un club de football qu'elle risque d'affronter dans les prochaines semaines. Et puis, à force de travail acharné, la persévérance finit par payer. Elle ne se contente pas de survivre, elle finit par exceller. Elle réussit donc à intégrer l'une des universités les plus prestigieuses au monde, à savoir Yale. Et c'est là, dans les couloirs feutrés de l'Ivy League, qu'on a l'habitude de l'appeler, entourée de l'élite intellectuelle, qu'elle va vivre non pas une simple illumination, mais une véritable révolution intérieure. Elle est une étudiante brillante, mais une chose la frustre, parce qu'elle observe une déconnexion profonde entre le monde des idées et le monde réel. Et un jour, la prise de conscience la frappe, à tel point que cette révélation va devenir la pierre angulaire de toute sa carrière, la clé de voûte de sa philosophie. Elle réalise en effet, avec une clarté absolue, que les théories ne vous aident pas si vous ne savez pas comment les appliquer pour résoudre les problèmes de la vie réelle. Et ça tombe bien, c'est exactement ce dont on parle sur cette chaîne. Et cette phrase, elle est d'une lucidité et d'une simplicité désarmante,
mais aussi d'une puissance tout à fait redoutable. C'est la base même de l'excellence, ce que le stratège Robert Greene, que j'ai l'habitude de citer dans mes vidéos, décrit dans son livre Mastery. C'est pas l'accumulation de connaissances qui fait de vous le maître, mais une obsession quasi malédive pour son application pratique. C'est le passage de la théorie à l'action, de l'information à l'impact. Et pour Michel Kang, cette idée n'est pas juste un concept intéressant, elle dira plus tard que ça a complètement changé sa façon de penser. À partir de cet instant, elle sera plus jamais une simple étudiante ou une simple consultante. Elle devient ce qu'on appelle dans le jargon anglo-saxon un véritable problem solver, une personne capable de résoudre des problèmes complexes. Et elle ne va pas attendre pour mettre en œuvre cette nouvelle philosophie. Elle va l'appliquer avec une discipline de fer. Après des débuts donc comme consultante, elle décide de repartir à zéro et elle va fonder sa propre entreprise Cogno Santé. Et la légende, qui est aussi la réalité, veut qu'elle ait démarré cette entreprise dans la pièce vide au-dessus de son garage. Et l'image, elle est forte, de l'humilité du garage à la conquête d'un secteur. Et son objectif n'est pas modeste, il est inscrit dans l'ADN de l'entreprise. Son but explicite, c'est de perturber et de mettre en question le statu quo. Et le statu quo qu'elle choisit d'attaquer, c'est l'un des plus complexes et des plus bureaucratiques et des plus résistants au changement qui soit, le système de santé américain, c'est un véritable monstre. Et là où d'autres vont voir à l'époque un labyrinthe vraiment impénétrable, elle va voir un système inefficace, rempli d'opportunités pour celui qui ose une logique rigoureuse et une vision orientée vers les résultats. C'est sa stratégie entrepreneuriale qui se met en place, repérer un système complexe, obsolète ou sous-performant et y appliquer une logique implacable axée sur la donnée, sur la performance et sur l'innovation. Elle construit donc Cogno Santé brique par brique, contrat par contrat, prouvant que sa méthode finit par fonctionner. Et l'entreprise devient alors un acteur majeur et un partenaire de confiance du gouvernement américain. Et des années plus tard, elle atteint enfin l'aboutissement. Elle vend Cogno Santé au géant Accenture. Le montant n'est pas public, mais sa fortune personnelle est aujourd'hui estimée par Forbes à 1,2 milliard de dollars. Ce chiffre n'est pas juste un symbole de réussite personnelle. En fait, c'est la validation ultime de sa stratégie. C'est la preuve irréfutable que sa méthode, née d'une révélation à Yale, et forgée dans le sacrifice de sa jeunesse, n'est pas une simple théorie. C'est une machine à créer de la valeur, à transformer des systèmes et à générer des résultats spectaculaires. Voilà donc d'où vient notre ami Michel Kang, non pas d'une grande famille de sport, non pas d'une grande école de management, à la base, même si elle a quand même fait Yale, elle vient d'un endroit où la survie dépend de l'ingéniosité, où le succès dépend de l'application pratique et où la valeur se crée en défiant les systèmes établis. C'est cette stratégie et cette femme qui se présente donc aujourd'hui aux portes et au sommet de l'Olympique Lyonnais. Mais une stratégie, aussi brillante soit-elle sur le papier, ne vaut rien tant qu'elle n'a pas été éprouvée par le feu de la réalité. Et pour Michel Kang, ce test va arriver de la manière la plus inattendue qui soit. Parce qu'après avoir conquis un monde qu'elle connaissait, celui de la technologie et des contrats gouvernementaux, elle va décider de jeter son dévolu sur un univers qui lui est totalement étranger. Un univers de passion et de tradition, et à ses yeux d'irrationalité économique. Le monde du sport. On arrive donc en 2019. Michel Kang assiste alors à une célébration pour l'équipe de football féminin de sa ville, le Washington Spirit. Elle est là, en tant qu'invitée, sans doute par curiosité. Elle a très peu de connaissances du monde du football, elle regarde autour d'elle, les autres voient des athlètes, une coupe, une fête populaire, mais elle, avec ses lunettes de stratège et de dirigeante d'entreprise, elle observe avec son regard de problem solver et elle voit tout autre chose. Là où d'autres voient un sport de niche, elle voit un marché en sommeil. Là où d'autres voient une équipe locale, elle voit une opportunité globale. Et là où d'autres voient des joueuses, elle voit ce qu'elle décrira plus tard comme une start-up de la Silicon Valley. Cette métaphore, c'est vraiment la clé de tout, c'est le déclic pour elle. Elle perçoit ce club non pas comme un passe-temps pour mécènes, mais comme un actif totalement profondément sous-évaluée. Elle voit un potentiel incroyable, une base de fans passionnés, des athlètes de classe mondiale, et en face, un sous-investissement chronique, des infrastructures médiocres, une approche marketing inexistante. Elle voit donc un fossé béant entre ce que ce sport est et ce qu'il pourrait être. Et pour une femme dont toute la carrière a consisté à transformer des systèmes inefficaces, ce fossé n'est pas vraiment un problème. C'est vraiment une invitation pour elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait ?
Elle se contente pas simplement d'investir de l'argent, elle prend le contrôle et elle applique sa méthode, point par point, comme un manuel avec une rigueur clinique, voire chirurgicale. Alors premièrement, elle va procéder à la professionnalisation radicale. C'est l'injection massive de crédibilité et de standards d'excellence. Elle ne se contente pas de repeindre les vestiaires, elle sort l'équipe de ses installations d'amateurs et la déplace dans le centre et le centre dans le stade et le centre d'entraînement de l'équipe masculine de MLS. Le message qu'elle diffuse là est clair. Vous êtes des professionnels, vous serez traités comme des professionnels. Ensuite, elle ne se contente pas de recruter un bon coach, elle va débaucher le vainqueur de la Ligue des champions féminine en Europe, Jonathan Giraldez, en multipliant notamment son salaire par 5. Là aussi, le message est clair, on vise les sommets et on va attirer les meilleurs talents du monde pour y arriver. Elle investit massivement dans la science du sport et l'analyse de données, créant un département de performance dédié aux spécificités des athlètes féminines, un domaine où la recherche est quasi inexistante. Et le message est là aussi le suivant. Votre corps est votre outil et nous allons l'optimiser avec la même rigueur scientifique que pour les hommes. Deuxièmement, elle va construire un écosystème. C'est là que sa vision dépasse celle d'un simple propriétaire de club. Michelle Kang, elle comprend une loi fondamentale du business. La valeur de son actif est directement liée à la valeur de son environnement. Et elle, au lieu de se battre seule dans son coin, elle va décider de faire monter le niveau de l'océan tout entier. Elle signe un chèque de 30 millions de dollars à la fédération américaine. C'est notamment le plus grand investissement de l'histoire pour les programmes féminins. Et elle crée aussi un fonds d'investissement de 50 millions de dollars pour la recherche sur la santé et la performance des athlètes féminines. C'est pas de la philanthropie, méfiez-vous. C'est vraiment une stratégie de marché à long terme et en renforçant la ligue, en améliorant le vivier de talents, en légitimant le sport aux yeux des sponsors et des médias, elle ne fait pas qu'aider ses concurrents. Elle rend son propre investissement et donc son propre club exponentiellement plus précieux. Et le résultat de cette double stratégie, il est vraiment foudroyant, voire même sans appel. L'affluence moyenne au match des Washington Spirit passe d'environ 3000 spectateurs à plus de 15 000. Le club qui n'avait jamais rien gagné remporte le championnat national et la valeur de la franchise explose, son acquisition étant même nommée deal de l'année par le prestigieux Sport Business Journal. C'est un succès total, un cas d'école et la preuve éclatante que sa méthode fonctionne. Et c'est un mec qui pèse des tonnes. C'est un mais qui change toute la perspective et c'est là que réside tout le drame, toute la tension de la situation lyonnaise. Parce que voilà, la stratégie à 1,2 milliard de dollars, cette stratégie si brillante, si efficace, a fonctionné à merveille pour construire à partir d'une feuille presque blanche. Michelle Kang est arrivé dans un environnement où tout était à faire, où il n'y avait pas de vieilles habitudes à combattre, pas de structure rigide à démanteler, pas d'héritage lourd à porter. Alors, cette stratégie peut-elle fonctionner pour sauver un monument historique? Peut-on appliquer les méthodes de construction d'une start-up à la restauration d'une cathédrale vieille de 75 ans? Un club comme l'Olympique Lyonnais n'est pas une page blanche. C'est un livre épais rempli d'histoires, de culture, de fierté, mais aussi de conflits internes, d'ego surdimensionnés évidemment, de dettes anciennes, on l'a vu en introduction, et de problèmes profondément installés. Le défi n'est donc plus d'être un architecte qui dessine des plans audacieux sur un terrain vierge. Le défi, c'est d'être une chirurgienne qui doit opérer un patient complexe et fragile sans le tuer. Le vrai test pour Michelle Kang, ce ne sera pas de savoir si elle peut répliquer sa stratégie, ce serait beaucoup trop simple. Le vrai test, le défi qui définira son héritage, c'est de savoir si elle est capable de l'adapter, de le tordre, voire même de le réinventer pour un contexte radicalement opposé. C'est toute la différence entre un dogme et une véritable stratégie. Et c'est cette question qui plane, menaçante et fascinante, il faut se le dire, sur son arrivée à Lyon. Et donc, je vous propose de revenir à Lyon. Le voyage dans le passé est terminé et on est de retour dans le présent, au pied du mur. Et le mur, il faut se le dire, il est immense et c'est plus le terrain de jeu vierge de Washington, plein de promesses, c'est Lyon. Une forteresse autrefois imprenable, aujourd'hui fissurée, assiégée, avec des brèches dans ses murs et le moral de ses troupes au plus bas. La question dès lors devient brûlante. Comment sa stratégie entrepreneuriale, ces méthodes si efficaces pour bâtir, peut-elle seulement espérer s'adapter à une mission sauvetage? Peut-on appliquer la même grille de lecture à l'Olympique Lyonnais? Et je vous propose de l'analyser pilier par pilier en la confrontant à la dure réalité lyonnaise.
Le premier pilier, le point de départ de toute son action, c'est l'identification d'un actif sous-évalué. Est-ce que ça s'applique à l'Olympique Lyonnais? La réponse est quand même plutôt oui. Lyon, même relégué, même endetté, reste un club pépite. C'est une marque à la reconnaissance mondiale, c'est une histoire riche, c'est une culture de la gagne profondément ancrée, c'est un stade, le Groupama Stadium, qui pèse comme étant un actif de 600 millions d'euros, qui est à la fois une source de revenus potentiels, mais aussi une partie du problème de la dette. Et puis surtout, l'Olympique Lyonnais, c'est avant tout l'académie, le joyau de la couronne. C'est l'une des 3 meilleures académies d'Europe, il me semble. C'est une usine à talent qui a prouvé sa valeur maintes et maintes fois. L'OL, c'est aussi l'archétype même de la pépite enfouie. La valeur fondamentale du club, elle est grande, mais elle est cachée, paralysée et étouffée par des années de mauvaise gestion financière et de stratégie sportive erratique. Et de ce point de vue-là, le diagnostic de Michel Kang, il est simple. Le potentiel est là, il est dormant, et le premier pilier, c'est bon, il est présent, ça correspond à ce qu'elle a su faire à Washington, identifier une pépite pour en faire un diamant brut. Et elle est sur un terrain qu'elle connaît. Mais c'est surtout avec le deuxième pilier que le défi change de nature, la professionnalisation radicale. À Washington, ça signifiait créer. Créer des meilleures installations, créer un staff de haut niveau, créer une culture de la performance à partir de rien. À Lyon, le mot-clé n'est plus créer, mais le mot-clé, ça va être de tailler dans le vif. La professionnalisation ici ne sera pas un acte de construction joyeuse, mais un exercice de chirurgie potentiellement douloureux. Il va falloir gérer la dette, non pas en espérant des revenus futurs, mais en la restructurant, en négociant, en coupant. Il va falloir optimiser l'utilisation du stade, le rendre rentable chaque jour de l'année, limite, pas seulement les soirs de match. Il va falloir prendre des décisions difficiles sur la masse salariale. Peut-être même dire adieu, et enfin c'est même quasi sûr, dire adieu à des joueurs aimés mais trop coûteux. Et surtout, il va falloir s'appuyer sur l'académie, non plus comme une cerise sur le gâteau pour faire des belles plus-values, mais comme le fondement même de la reconstruction. Enfin, je pense, ce serait la stratégie que j'adopterais. Ça signifie donc faire confiance aux jeunes, accepter les erreurs de jeunesse et résister à la tentation de la solution rapide et chère sur le marché des transferts. C'est un changement radical de culture, profond pour un club qui a aussi eu l'habitude de dépenser des sommes assez folles. Il faut le rappeler. L'adaptation de ce deuxième pilier, c'est pas juste souhaitable, c'est crucial. Et c'est une question de survie. Et l'expérience de Kang, elle ne nous montre pas forcément de signaux positifs dans cette voie-là. Et puis on arrive au troisième pilier, le plus subtil et peut-être même le plus complexe. Ce pilier, c'est celui de construire un écosystème. Parce qu'à Washington, elle a littéralement construit un marché, elle a injecté des millions pour faire monter le niveau de tout le football féminin américain, mais à Lyon, la situation, elle est inversée. Elle ne peut pas construire le football français. L'écosystème est déjà là. Il est ancien, il est puissant, avec ses propres règles, ses propres institutions comme la LFP, comme la DNCG, et ses propres jeux de pouvoir. Alors son rôle ici n'est pas de construire, c'est de restaurer. Et qu'est-ce qu'il va falloir restaurer? Eh bien, il va falloir restaurer la confiance des supporters qui ont été échaudés par les promesses non tenues et le sentiment que leur club leur échappait, la confiance dans les instances dirigeantes, comme la DNCG, qui ne jugeront pas sur des plans, mais sur des actes et une transparence financière irréprochable, la confiance des investisseurs et des partenaires qui ont besoin de stabilité et de visibilité à long terme, et la confiance de la ville, de Lyon elle-même, pour qui l'OL est plus qu'un club, c'est un véritable ambassadeur. Et sa mission n'est plus d'être une force disruptive qui vient tout bousculer, sa mission c'est d'être une force stabilisatrice. C'est une inversion quasi totale de son approche habituelle. La femme qui a bâti sa carrière en défiant le statu quo doit maintenant devenir la garante du statu quo, ou du moins d'un nouveau statu quo sain et durable. Et donc la voilà face à un véritable champ de bataille, un terrain où ses principes fondamentaux restent quand même valables, mais où chaque action, chaque décision, chaque mot devra être adapté, calibré, ajusté à une réalité infiniment plus complexe, plus chargée d'histoire et plus résistante au changement que ce qu'elle a pu connaître notamment à Washington. Elle ne peut pas simplement copier-coller son succès américain, elle doit le traduire, et dans cette traduction, tout peut être gagné ou tout peut être perdu. Le défi est donc immense, c'est l'adaptation, chose que n'a pas su faire Textor, ou la mort définitivement. Alors finalement, il faut comprendre une chose essentielle,
La nomination de Michel Kang à la tête de l'Olympique Lyonnais, c'est pas juste un changement de visage, c'est pas un simple remaniement de direction pour calmer les esprits, c'est un pari. Un pari stratégique, audacieux, peut-être même le plus audacieux de l'histoire récente du football français. Et la véritable question que nous devons nous poser en tant qu'analystes n'est pas seulement est-ce qu'elle va réussir, mais bien est-ce que Eagle Football a choisi la bonne méthode. Et ce pari, quand on le décortique, repose donc sur trois convictions profondes et risquées. Premièrement, c'est le pari d'une disruptiste plutôt qu'une gestionnaire. Deuxièmement, c'est le pari d'une bâtisseuse de système plutôt que d'un faiseur de deal. Et enfin, le troisième pari le plus subtil, celui d'une vision d'outsider, puisque Michel Kang arrive dans un monde très fermé du football masculin, français en plus, avec un regard neuf, et elle n'est pas polluée par des décennies d'habitude, par les on a toujours fait comme ça, elle est capable de voir des solutions, des inefficacités ou des opportunités que ceux qui sont à l'intérieur depuis trop longtemps ne voient même plus, mais ce regard neuf est à double tranchant, il comporte un risque immense, celui du choc des cultures, de la résistance au changement, d'une institution qui n'aime pas être bousculée. Alors, ces trois paris combinés, est-ce qu'on a le droit à un véritable coup de génie ou une erreur stratégique monumentale? Est-ce que la méthode Kang, si brillante soit-elle pour construire, est la bonne arme pour cette bataille, celle de la survie et de la reconstruction? Eh ben, j'ai pas la réponse aujourd'hui, mais j'aimerais beaucoup avoir votre avis, l'avis des stratèges, on va dire, dans les commentaires. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de laisser un pouce bleu et surtout de vous abonner et de partager les vidéos pour ne pas manquer les prochaines études de cas. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de journée.